Bon, bonjour tout le monde. Bonjour, M. Alaki. Bonjour. Je vous remercie tout le monde d'être aussi nombreux à assister à cette conférence qui est sur le thème de DevSecOps et qui sera animée par M. Driss Alaki, donc notre éminent professeur et professeur à l'INPT, que je n'ai nullement besoin de présenter à nos étudiants. Sauf peut-être pour les premières années qui vont avoir le plaisir de vous avoir en cours au mois d'avril. M. Elaki, je te remercie d'avoir accepté d'animer cette conférence et te donne la main pour la suite. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Ouazzani, pour l'invitation et merci surtout pour l'opportunité que vous donnez à nos étudiants ici du Nord ou bien même pour les gens qui viennent de l'extérieur. Voilà, donc je vois qu'il y a assez de monde. Donc, si vous le permettez, je vais d'abord partager mon écran pour qu'on puisse commencer le webinaire d'aujourd'hui. Très bien. Donc, confirmez-moi si vous êtes en train de voir mon écran. Très bien. Merci. Donc, comme a introduit tout à l'heure M. Ouazzani, le sujet d'aujourd'hui, ça concerne le thème DevSecOps. Peut-être c'est un terme qu'on a entendu beaucoup parler pendant ces dernières années. Et voilà, donc je connais pas mal de gens qui ont pas mal de questions ici. Je peux aussi dire qu'en jetant un petit coup d'œil tout à l'heure sur les gens qui sont connectés à cette présentation bien, au niveau de ce webinaire, donc j'ai vu des noms que je connais bien, donc notamment des étudiants de l'école, des premières années, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et aussi des lauréats. Voilà, donc j'ai vu aussi des gens qui viennent de l'école où je travaille aussi, de l'IMPT. Je vois aussi des gens, des amis. Donc là, ça fait énormément plaisir de retrouver tout ce monde ici cet après-midi. Ceci va créer un petit problème, c'est que je dois un petit peu bien harmoniser mon discours pour que tout le monde puisse comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que là, voilà, je vais commencer avec ces choses-là. Donc, il y aura beaucoup de concepts à voir et que peut-être que certains ne vont pas tout saisir. Donc, du coup, j'attire votre attention. Bien, je vous demande de poser le maximum de questions possibles pour que tout le monde puisse bénéficier en fait de ce qu'on va faire aujourd'hui. D'autre part, j'ai autre chose à vous informer, c'est que principalement, je suis pas un spécialiste de sécurité. Voilà, I'm not a security guy. Voilà, il faudra bien sûr le mentionner dès le début. Par contre, moi, je m'intéresse à tout ce qui est software engineering, donc tout ce qui concerne le génie logiciel. Donc, si on prend le mot-clé, c'est le logiciel, donc tout ce qui tourne autour. Donc là, c'est ma spécialité. Et bien évidemment, la sécurité fait partie aussi de ces choses-là, en fait, qui concernent les applications, les logiciels qu'on développe. Du coup, quand vous allez apprendre aujourd'hui, la sécurité, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est pas seulement la responsabilité de l'équipe de sécurité ou quelqu'un. Voilà. Donc là, c'est juste pour des points à signaler avant de commencer. Alors, pour commencer déjà, je vais commencer par une conclusion. Voilà. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y aura des gens qui n'auront pas le souffle d'aller jusqu'au bout, ou bien peut-être que, voilà, c'est normal, c'est la fin de la journée, donc on est tous un petit peu, voilà, donc c'est tout simplement la motivation d'apprendre de nouvelles choses qui nous a poussé à être présents aujourd'hui à ce webinaire. Donc, sans trop tarder, la sécurité traditionnellement, comment ça s'effectuait? Principalement, on avait un cycle de vie à respecter. Donc, on faisait d'abord de la conception, donc c'est la partie design que vous êtes en train de voir. Par la suite, on écrit le code de notre application, on le teste et on le déploie à la fin. Et c'est qu'après qu'on pourra s'intéresser au volet sécurité. Maintenant, avec l'apparition de nouvelles approches comme DevOps, la sécurité a pris d'autres formes. Voilà, donc la sécurité, on la trouve partout, donc depuis le début jusqu'à la fin. Bien sûr, les cycles en fait ont bien changé et c'est ce qu'on appelle du DevSecOps. Donc là, vous êtes en train de voir design, il y a de la sécurité, code, il y a de la sécurité, test, il y a de la sécurité, déploiement, il y a aussi de la sécurité. Et après, on peut s'intéresser à la sécurité. Et là, ce sont des cycles qui se répètent et la sécurité est omniprésente partout. Du coup, si on veut résumer en une seule phrase, une petite équation, DevSecOps, c'est quoi? C'est Shifting Security Left. Donc, ça veut dire quoi? Au début, on avait la sécurité à l'extrémité droite, alors que là, on la voit un petit peu partout, donc de gauche à droite, donc dans tous les sens. C'est un petit peu ça. On a fait une translation en fait de la sécurité un petit peu vers la gauche. Plus automation, donc c'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train de voir ici, donc tout le rouge avec des S, c'est automatisé.
Et que pour réussir tout cela, il faudra bien sûr faire un changement au niveau du mindset des gens. Voilà. Donc, si vous retenez que ça, voilà, ça veut dire que j'ai pu atteindre mon objectif aujourd'hui et que, voilà, donc, DevSecOps maintenant, c'est quelque chose de clair pour vous. Donc, en résumé, c'est ça. Mais bien évidemment, on n'est pas là pour faire un petit résumé, on est là pour discuter un petit peu. Donc, je vais faire de mon mieux pour que ça puisse être le plus court possible, mais avec, bien sûr, beaucoup d'informations à transmettre aussi. Et voilà, donc je vais essayer de faire de mon mieux et j'espère que je vais pouvoir y arriver. Alors pour commencer, j'ai une petite question à vous poser. Donc là, je suis en train de voir des journaux, un taxi, un cinéma, une salle de cinéma et un hôtel. Alors la question que je vais vous poser, c'est quel point en commun entre ces quatre choses que vous êtes en train de voir? Voilà, donc si vous voulez la réponse, bah, tout simplement, c'est que ce sont quatre disciplines qui ont été tout simplement bouleversées par la technologie. Alors, on n'achète plus de journaux, mais on prend nos news depuis les réseaux sociaux. Presque, voilà, donc les taxis, certes, ils existent toujours, mais nous avons d'autres concurrents comme Uber, Lyft, etc. Ça dépend de chaque pays, quelle application on trouve. Les hôtels ont été aussi, je dirais, dérangé par l'apparition de quelques services proposés en ligne comme Airbnb et d'autres. Et puis, bien évidemment, presque personne ne va au cinéma actuellement. Tout le monde a un abonnement Netflix. Voilà. Donc là, avec ces choses-là, on pourra comprendre que la technologie est omniprésente partout et que software is eating the world. Donc, comme l'expression l'indique, c'est que partout où on va, on trouvera des applications, on trouvera une application qui va nous fournir un service particulier. Et en parallèle avec ça, nous avons un marché qui n'est pas très simple. Donc, il est très volatile, incertain, complexe, ambigu. Il y a beaucoup de concurrence. Et que pour survivre dans ce marché-là, on doit absolument innover d'une manière très fréquente et très rapide. Voilà, pour rester bien sûr concurrent dans un marché, comme on vient de dire, qui est très cruel. Du coup, la première conclusion avec laquelle on pourra sortir, c'est que we have to deliver software rapidly, frequently and reliably. Ça veut dire quoi? On doit livrer des logiciels et des applications de la manière la plus rapide possible, de la manière la plus fréquente possible et d'une manière qui est très fiable. Ça veut dire que ce qu'on propose à nos clients doit être fiable, fonctionne correctement sans aucun problème. Voilà, ça c'est la première des choses à retenir. Maintenant, pour livrer nos logiciels, on va revenir un petit peu en arrière et on va voir comment on livrait ces logiciels-là auparavant. Donc, au début, voilà, software was delivered this way. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on faisait une partie conception, on écrivait le code, on le testait et à la fin, on le déployait. C'est ce qu'on appelait le waterfall model ou bien le modèle en cascade. Et là, j'indique pas seulement ce modèle-là, mais c'était pratiquement la même chose par rapport à tous les anciens modèles traditionnels de livraison logicielle qui avait beaucoup de problèmes. Je vais citer que quelques-uns. C'est que il n'y a pas une tolérance aux erreurs. Donc, c'est-à-dire que si on a une erreur quelque part lors d'une phase, ça serait très difficile de la corriger et que ça coûte beaucoup pour pouvoir bien sûr corriger ces choses-là et qu'il n'y a pas possibilité d'intégrer de nouvelles fonctionnalités ou bien des choses un petit peu qui peuvent apparaître après avoir fixé les objectifs initiaux. Voilà, là, c'était les principaux problèmes qu'on avait au niveau de cette manière de faire les choses que j'ai essayé d'illustrer avec ce petit schéma en couleur pour ne pas trop voilà, parler à propos de ça. Voilà, donc en étant conscient de ces problèmes-là, on a pensé à ce qu'on appelle l'agilité. On a ajouté plus d'agilité à nos cycles de vie logiciels et qu'on fait au début un petit peu de conception. Bien sûr, si le projet le nécessite, parfois on n'a pas besoin de faire ça. On écrit du code, on le teste et on répète ce trio-là plusieurs fois sous forme d'incrément ou bien d'itération. Donc, on a design, code test plusieurs fois jusqu'à finir, bien sûr, l'ensemble des fonctionnalités qu'on doit réaliser au niveau de notre projet. Et c'est qu'à la fin qu'on va déployer notre application. Alors là, c'est les méthodes agiles principalement, ils travaillent comme ça. Sauf que ces méthodes-là ont été conçues que pour la phase de développement, c'est-à-dire qu'on ne s'intéressait pas trop à tout ce qui concerne la partie exploitation, la partie infra, et que voilà, donc c'est ce qui a créé ce qu'on appelle le fameux mur de confusion. Ça veut dire que l'équipe de développement, bien les développeurs avec toutes leurs catégories sont en train de collaborer, de travailler ensemble, sauf que lorsqu'il s'agit d'une collaboration avec les autres équipes Ops, bien l'équipe d'exploitation, alors là commencent les problèmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication, on ne sait pas les choses qu'ils font, les autres ce qu'ils font, et voilà, ça cause beaucoup de problèmes qu'on va essayer voilà, donc tout simplement de régler par la suite.
Voilà, rapidement, c'était ça, mais actuellement, comment on procède, comment on travaille? On a ajouté plus de collaboration et plus d'automatisation au niveau de nos cycles de vie logiciels, c'est-à-dire qu'on fait toujours du design, donc si l'activité est nécessaire, on fait du code, du test et on déploie. Par la suite, design, code, test, deploy, design, code, test, deploy, et ainsi de suite, jusqu'à finir l'ensemble, bien sûr, des fonctionnalités qu'on aimerait livrer au début. Et bien évidemment, on a toujours un feedback des utilisateurs. On pourra à chaque fois revenir et travailler d'une manière, je dirais, infinie par rapport à ce cycle-là. Donc, c'est ce qu'on appelle du DevOps d'une manière caricaturisée, bien sûr. J'ai pas trop détaillé ce point-là, même si, voilà, donc je pense que cette schématisation en couleur pourra nous donner une idée un petit peu sur comment on procède. Alors, l'idée aussi que je voulais ajouter, c'est qu'il y a, avec ce modèle-là, on a pu, là, avec cette approche plutôt, on a pu créer des manières de collaboration entre l'équipe des devs et des ops. Plus que ça, alors ces actions que vous êtes en train de voir sont automatisées, voilà, de A jusqu'à Z. Voilà, donc si vous voulez, donc je vais un petit peu essayer de détailler DevOps. Voilà, donc là c'était une petite introduction de qu'est-ce que c'est. Je vais un petit peu essayer de survoler les éléments principaux que les gens doivent connaître pour qu'on puisse par la suite voilà, introduire notre sujet. Voilà, donc vous l'avez peut-être remarqué, nous sommes toujours en train d'introduire les choses et je vais essayer de le faire très rapidement, bien sûr. Voilà, ici, on peut dire que DevOps, ça concerne trois grands aspects, trois grands éléments. L'aspect people, bien l'aspect humain, l'être humain, puis l'aspect process, donc là, ça concerne le cycle de vie logiciel, etc. Et puis les outils à la fin. Alors, en ce qui concerne l'aspect people, donc c'est tout simplement, il s'agit d'une philosophie, bien d'une culture qui tout simplement préconise l'établissement d'une culture de collaboration au niveau de l'entreprise. Alors, lorsqu'on dit collaboration, ça peut prendre plusieurs formes. Donc, tout simplement, on ne doit pas distinguer entre les équipes, donc bien les isoler, chacun dans son simple silo. Donc, on doit tout simplement favoriser la collaboration. Et puis, la responsabilité doit être partagée entre tout le monde, c'est-à-dire que s'il y a un problème, il ne faut pas culpabiliser l'autre, mais plutôt il faudra assumer ses responsabilités qui sont partagées. Il faudra instaurer un sens de, je dirais, de possession, c'est-à-dire que le logiciel sur lequel tu travailles, tu dois le voir comme étant ta propriété pour ne pas, bien sûr, voilà, donc faire un travail qui n'est pas correct vis-à-vis de sa réalisation. Et à la fin, il faudra plus de visibilité, de communication pour que tout le monde puisse avoir une idée sur ce qui se passe de l'autre côté. En plus de ça, il faudra aussi s'intéresser, toujours dans le volet people, de ce qu'on appelle la topologie au niveau de l'entreprise, parce que là, DevOps n'est pas implémenté d'une seule manière par rapport bien sûr à son volet culture ou bien people, et que chaque entreprise, elle va choisir plutôt la topologie qui lui convient. C'est tout simplement une manière de se structurer en termes d'équipe, etc. Et là, ce que vous êtes en train de voir, c'est plusieurs manières. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul moyen pour faire du DevOps dans son volet people, mais on peut le faire de plusieurs manières possibles vis-à-vis de la structure des équipes. Et puis, de l'autre côté, nous avons la partie process. Ça concerne un concept très connu, peut-être que vous avez déjà entendu parler, c'est le CI/CD pipeline. Tout simplement, qu'est-ce qu'un CI/CD pipeline? D'abord, qu'est-ce qu'un pipeline? C'est ce que vous êtes en train de voir ici dans cette image. C'est un tuyau tout simplement qui permet de faire circuler des liquides. Voilà, donc si on veut bien sûr parler d'une manière générale, mais dans notre contexte, c'est tout simplement, ce sont des actions automatisées et des transitions entre actions qui permettent en fait de livrer le logiciel depuis le check-in dans un code repository jusqu'à son déploiement en production. Bien sûr, ça permet tout simplement d'automatiser en fait la livraison logicielle et voilà, ça a plusieurs avantages. Alors, si on veut détailler un petit peu ce qui se passe au niveau de ce pipeline, on peut voilà, donc le séparer en quatre grandes phases. Nous avons la première partie, c'est ce qui concerne le source code, donc dans un code repository. Puis la partie build, la partie déploiement dans un environnement de test, ce qu'on appelle staging environment. Et à la fin, le déploiement dans un environnement de production. Alors, dans la partie source, on pourra s'intéresser à ce qu'on appelle le check-in du source code et on pourra aussi lui ajouter d'autres bonnes pratiques comme le peer reviews ou bien autre chose. Et dans la partie build,
on pourra se focaliser sur 4 grandes actions principales. D'abord, la compilation du code, la gestion des dépendances et l'exécution des tests unitaires. C'est tout simplement un code supplémentaire qu'on va écrire qui va essayer de s'assurer de certains scénarios pour qu'on puisse voir si notre code a été bien écrit ou pas. Voilà, donc là, c'est une petite phrase qui résume qu'est-ce que c'est. Et puis, le packaging de l'application, ça veut dire que dans cette partie build, on va prendre comme entrée du code source et à la fin, lorsqu'on va finir notre build, on va avoir un artefact, ça veut dire un fichier avec un format exécutable particulier selon le langage qu'on utilise. Et bien évidemment, si on utilise des conteneurs, on va aussi créer ce qu'on appelle une image d'un conteneur. C'est tout simplement un objet qu'on va sauvegarder quelque part pour qu'on puisse l'utiliser pour créer des conteneurs par la suite. Qu'est-ce qu'un conteneur? C'est tout simplement un regroupement logique du code, bien de l'application avec tout ce dont elle a besoin pour qu'elle puisse s'exécuter dans un environnement particulier. Voilà, c'est un format de packaging des applications qui est moderne, bien évidemment. Par la suite, on va déployer notre application que nous avons packagée ici dans notre environnement de test, bien ce qu'on appelle le staging environment, et on va effectuer des tests cette fois-ci, pas sur le code, mais sur l'application elle-même. On va voir comment elle va se comporter par rapport à certaines situations un petit peu critiques. Et à la fin, si on passe les tests correctement, on va déployer notre application dans un environnement de production. Alors, ce que je suis en train de vous expliquer ici, c'est tout simplement les étapes traditionnelles qu'au niveau de chaque entreprise, on est en train de suivre pour livrer un logiciel. C'est-à-dire que nous avons développé ce logiciel ou bien cette application. On va essayer de mettre son code source au niveau d'un répertoire, GitHub ou autre. Et par la suite, là, notre pipeline va se déclencher. Et l'ensemble des actions que vous êtes en train de voir ici vont être effectuées d'une manière qui est automatisée. Et c'est ça, en fait, la force de ce CI/CD pipeline. Avant d'aller plus loin, je vais un petit peu m'arrêter ici et vous demander s'il n'y a pas de questions. Donc, je vais jeter un petit coup d'œil sur la partie conversation. Si quelqu'un veut proposer ou a une question à poser. Ou bien, vous pouvez carrément activer votre micro et me poser des questions avant d'aller plus loin. Parce que là, je viens de citer quelques détails un petit peu qui peuvent être poussés par rapport à certains d'entre vous. Donc, vous pouvez tout simplement poser des questions à ce niveau-là. Ok, j'ai attendu quelques secondes, donc on va essayer de continuer. Ok, alors pourquoi on appelle ça CI/CD pipeline? Donc CI, c'est quoi? C'est Continuous Integration. Ça concerne bien évidemment les deux premières parties du pipeline. Continuous Delivery, voilà, donc c'est tout simplement, c'est les 4 phases de pipeline, sauf que pour passer de l'étape staging vers l'étape production, on doit avoir une approbation. C'est-à-dire que notre application qu'on va déployer ne doit pas être accessible aux utilisateurs finaux parce que on a besoin d'une approbation du client ou bien du chef de projet, ça dépend. Et bien évidemment, si on fait du continuous deployment, c'est-à-dire que l'enchaînement des choses va s'effectuer de A jusqu'à Z en suivant les 4 étapes sans avoir une intervention humaine dans ce pipeline. Voilà, donc là, c'était un petit aperçu sur le CI/CD pipeline. Alors là, je vais essayer de vous donner un exemple typique d'un CI/CD pipeline que je vais utiliser tout au long de la présentation. Donc, nous avons le code source va être mis dans ce qu'on appelle un version control system. C'est un GitHub, GitLab, Bitbucket ou quelque chose comme ça, si on parle outil. Et puis, le pipeline va se déclencher. Donc, premièrement, il va faire la partie build et il va publier l'image qu'il va construire au niveau de cette partie build. Où est-ce qu'il va la publier? Il va la publier dans ce qu'on appelle un container registry. C'est un registre de conteneurs, c'est-à-dire que toutes les images que nous allons produire vont être stockées ici. On peut le voir comme étant un GitHub, mais pour les conteneurs, pas pour du code. Par la suite, on va déployer notre application dans l'environnement de test, ce qu'on appelle le staging environment, et puis on va faire les tests, ce qu'on appelle le post-deploy test. Voilà, donc l'ensemble des tests qu'on va appliquer sur notre application que je viens de citer tout à l'heure. Alors, cet environnement-là de staging, on pourra l'imaginer comme étant un cluster Kubernetes. Kubernetes, c'est un outil, une plateforme de gestion d'orchestration de conteneurs qui est récemment la plus utilisée. Si on travaille avec des conteneurs, on va sûrement travailler avec Kubernetes. Donc voilà, et pour bien sûr créer ces conteneurs-là, on va tout simplement récupérer les images de notre registry pour les créer. Par la suite, on va toujours déployer notre application, sauf que ça va être bien sûr dans un environnement de production qui pourra être dans un autre cluster Kubernetes ou bien dans le même, mais bien évidemment avec des choses un petit peu séparées. Je ne vais pas parler techniquement ici, mais c'est possible de le faire bien évidemment. J'entends un micro qui est en train de...
Et si quelqu'un vous pose une question, n'hésitez pas à le faire, bien évidemment. Et par la suite, une fois qu'on a fini, bien sûr, cette partie-là, déploiement, qui est, je rappelle, tout ce que vous êtes en train de voir ici s'effectue de manière automatisée. Chaque étape est effectuée après l'autre sans aucune intervention humaine, bien évidemment. À la fin, on pourra faire un petit peu de monitoring ou bien un petit peu de supervision pour voir un petit peu si notre application est en train de s'exécuter correctement au niveau de notre infrastructure. Et on pourra bien sûr générer pas mal de métriques et voilà, configurer des alertes et ainsi de suite pour être au courant de ce qui se passe au niveau de notre application. Voilà, là c'était tout simplement un simple exemple typique, bien évidemment. On ne peut pas avoir que ça, on peut avoir d'autres scénarios, mais là c'est généralement ce qu'on effectue ou bien ce qu'on utilise récemment au niveau des CI/CD pipelines. On va rapidement parler des outils au niveau des CI/CD pipelines et c'est pour cette raison-là que j'ai introduit l'exemple de tout à l'heure du pipeline. Donc là, pour montrer au niveau de chaque étape quel outil on pourra utiliser. On va supposer au début que nous avons un code source Java. Ça peut être autre chose, donc du code JavaScript, Node.js ou autre chose, ou bien PHP ou n'importe quel autre langage. Alors, on va travailler localement avec Git. Et bien évidemment, on pourra choisir GitHub pour mettre notre code source. Ça peut être aussi GitLab, Bitbucket ou autre chose. Pour faire le pipeline, moi j'ai choisi un outil très traditionnel qui est Jenkins, mais bien évidemment récemment il y a d'autres outils qui sont plus utilisés au niveau des entreprises. Je cite à titre d'exemple GitHub Actions, notamment donc le fait d'utiliser ce même outil-là pour faire un pipeline, ou bien carrément GitLab si vous l'utilisez comme version control system, vous pouvez toujours l'utiliser comme étant un CI tool. Après, pour builder notre code Java, on va utiliser Maven, qui est un project management tool. Et pour faire des tests unitaires, on pourrait faire recours à la librairie JUnit. Pour bien sûr publier nos images, on pourra le faire avec Docker, qui respecte un standard OCI, donc voilà, Open Container Initiative. Et donc, on pourra choisir un container registré comme Docker Hub ou autre chose, donc un container registré en local qu'on pourra créer nous-mêmes carrément ou autre chose. Et pour faire des tests supplémentaires sur notre application Java, on peut utiliser des outils comme JMeter, Arquillian, Selenium. Chacun fait des choses différentes de l'autre. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Et à la fin, comme c'est indiqué dans le nom, on va utiliser Kubernetes pour créer le cluster et orchestrer l'exécution de ces conteneurs-là. Pour créer ce cluster Kubernetes, on pourra faire recours à des outils comme Terraform ou bien Ansible. Donc, c'est-à-dire que pour créer notre infrastructure, on pourra le faire via du code. Et ce concept-là, ça s'appelle Infrastructure as Code. Et à la fin, donc pour faire du monitoring, on pourra utiliser des outils open source comme Prometheus ou bien le EFK Stack ou bien ELK Stack, donc des outils comme Elasticsearch, Fluentd ou bien Logstash et Kibana pour visualiser les résultats de notre monitoring. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'outils utilisés à ce niveau-là. Et il n'y a pas que ça, bien évidemment. Là, j'ai essayé un petit peu de résumer ces choses-là dans ce petit tableau. Sauf qu'il faut mentionner qu'il y a beaucoup d'autres outils existants dans l'écosystème DevOps. Voilà, donc si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller voilà, voir par exemple un site qui s'appelle CNCF Landscape. Vous allez trouver bien sûr d'autres outils proposés par rapport à d'autres actions qu'on effectue au niveau des pipelines DevOps. Mais à ce niveau-là, je n'ai pas encore parlé de la sécurité. Et je pense que c'est le moment pour en parler parce que tout simplement, on entend quotidiennement que il y a des attaques, il y a des problèmes de sécurité dans nos applications, il y a des security breaches, il y a plein de... Voilà, récemment, donc, tout le monde parlait de Log4j vulnerability, donc ça, à titre d'exemple bien sûr, mais il y en a bien sûr, à chaque fois, il y a des vulnérabilités très connues qui apparaissent. Alors, comment on va gérer la sécurité au niveau de ce cycle en fait de développement. Mais la question, plutôt avant de se poser cette question-là, on va dire comment livrer un logiciel qui est d'abord sécurisé et d'une manière toujours rapide, fréquente et fiable. Donc c'est ça la bonne question qu'on devait se poser au début, c'est-à-dire qu'il fallait ajouter ici le terme, bien l'adjectif secure à notre logiciel. Alors on va revenir un petit peu en arrière. Tout à l'heure on a parlé du waterfall model. On va le voir un petit peu comment il gérait la sécurité. Tout simplement, on faisait la sécurité à la fin, après le déploiement de nos applications. Et même si on faisait de l'agile, bien sûr, on laisse la sécurité à la fin, après le déploiement de notre application. C'est là où on pourra faire, par exemple, des pentests. Si on a les moyens, on pourra faire du bug bounty ou des choses comme ça. Et donc, là, si vous voulez que je résume un petit peu les problèmes de ce que j'appelle ici traditional security,
Tout simplement, nous avons un changement au niveau de la nature des applications, c'est-à-dire qu'actuellement, nous avons une nouvelle génération d'applications où il y a plus de code open source, il y a plus de dépendance aux frameworks et aux librairies. On utilise des styles d'architecture plus modernes, on utilise plus d'API qu'autre chose. Donc là, même la nature des applications a changé et qu'il faudra prendre ça en considération, or que la sécurité traditionnelle ne le prend pas en considération. Le deuxième problème, c'est le process de livraison logicielle. C'est-à-dire qu'on laissait la sécurité qu'à la fin, comme ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, et que là, c'est, comme j'ai indiqué ici, it's too much too late. Donc, c'est un petit peu très tardif si on trouve des problèmes de sécurité à ce niveau-là, après avoir déployé notre application. Et il y a aussi un problème de structure d'équipe, c'est qu'on gardait toujours l'équipe sécurité isolée, on la laissait à la dernière minute pour faire un petit peu des pentests, bien des scans, je sais pas quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on les intégrait pas tout au long du cycle de développement de nos logiciels. Et le dernier problème, c'est que nous avons des outils qui sont un petit peu pas trop adaptés avec ces nouvelles tendances de développement, etc. Et que ils sont difficiles à intégrer dans nos process et que tout simplement, ils ne sont pas adaptés à ce qui se passe actuellement au niveau du développement logiciel. Voilà. Pour résumer, ce sont les problèmes qu'on trouve dans la sécurité traditionnelle et que on a l'impression à certains moments que DevOps, c'est quelque chose, la sécurité dans l'écosystème, dans le monde DevOps, c'est un petit peu un truc. Comme on indique, il y a une expression en anglais qui est ici, donc security is a square peg in a round hole of DevOps, c'est-à-dire que si DevOps s'attendait à mettre ici je sais pas, des cercles, donc la sécurité elle paraît comme un carré, donc voilà, l'idée c'est que c'est pas vraiment très adéquat avec le DevOps et la rapidité que nous offre en fait au niveau de livraison logicielle. Du coup, on devait se poser la question, comment on pourra tout simplement avoir des logiciels sécurisés. Et c'est pour cette raison que le concept, how to ensure security in DevOps era, c'est-à-dire comment assurer la sécurité dans l'ère DevOps. Donc c'est là où le concept DevSecOps est apparu. Voilà, donc comme je vous ai indiqué tout à l'heure, la sécurité on la trouve presque partout. Donc du design jusqu'au déploiement et même après. Donc là, on pourra trouver des pratiques, des activités, des actions, des tests de sécurité qu'on va effectuer, que je vais détailler par la suite. Maintenant, DevSecOps, j'ai essayé un petit peu ici de le vulgariser tout simplement avec ce petit schéma, mais si on essaie de le voir d'une manière plus intéressante, qu'est-ce que c'est que DevSecOps? Donc j'ai choisi ici deux phrases que j'ai trouvées intéressantes donc, en faisant mes recherches lorsque j'étais en train de découvrir le concept moi aussi la première fois. Donc j'ai trouvé une phrase qui m'a donné des idées très intéressantes, c'est It's the extension of DevOps culture and practices to include security. C'est tout simplement, on va étendre la culture DevOps et les pratiques DevOps pour inclure de la sécurité. Voilà, en une seule phrase, on peut comprendre DevSecOps comme ça. J'ai aussi apprécié une autre phrase, c'est que qui dit que it's about producing software while empowering everyone with the mindset that security is everyone's responsibility. Là, c'est plus côté people, c'est-à-dire qu'on va toujours produire des logiciels, mais avec un enjeu qui est différent, c'est qu'on va essayer de faire de notre mieux pour que les gens qui participent à cette livraison logicielle puissent être conscients que la sécurité est la responsabilité de tout le monde. Là, c'est extrêmement important de retenir ces choses-là. Et voilà, donc maintenant qu'on a une idée un petit peu sur qu'est-ce que c'est que le DevSecOps, je vais poser la question, mais pourquoi on a besoin du DevSecOps? On a partiellement répondu tout à l'heure, mais l'idée c'est que si on se retrouve à la fin avec les tests traditionnels qu'on effectue après avoir déployé nos applications, on va se trouver avec parfois des milliers de vulnérabilités, de problèmes qu'on doit résoudre et que on va les résoudre à la fin de cycle de développement logiciel. Donc c'est une période qui est très tardive et donc on va tout simplement être débordé par ces problèmes-là qu'on va rencontrer à la fin. Donc, du coup, il faudra tester le plus rapidement possible et le plus fréquemment possible. Donc, test early and test often, c'est ce qui est recommandé par le DevSecOps. Et bien évidemment, donc là, c'est tout simplement la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure. Il faudra tout simplement aller et voir les problèmes de sécurité depuis le début et pas attendre jusqu'à la fin pour pouvoir faire des scans et des tests pour détecter des problèmes de sécurité. Une autre raison, c'est que tout simplement, là, c'est des études qui ont été effectuées. J'ai oublié d'ajouter le lien de cette étude-là. On parle du coût relatif à la détection des problèmes de sécurité au niveau du cycle de vie logiciel. Donc, si on détecte des choses au début, donc voilà le coût,
c'est très minime. Donc, si on le détecte dans la partie coding, ça augmente un petit peu. Dans la partie intégration et test, etc., ça augmente encore plus. Dans la partie avant le déploiement, mais système acceptance, c'est-à-dire lorsqu'on déploie dans l'environnement de test, ça augmente un petit peu. Et bien évidemment, une fois qu'on détecte des problèmes après avoir déployé en production, là, le coût est très, très élevé. Et donc, ce qu'on pourra retenir de ça, c'est que DevSecOps préconise le fait de faire des scans ou bien des tests de sécurité le plus tôt possible. Et donc, cela va nous permettre de gagner en termes de coûts, d'efforts et de temps pour gérer ces problèmes de sécurité. Voilà, donc là, j'ai répondu au what, le pourquoi, le quoi déjà, au why, le pourquoi. Et là, on va essayer de voir le comment. Et c'est la partie qui va nous prendre beaucoup plus de temps, c'est-à-dire comment on pourra implémenter du DevSecOps. Je vais commencer d'abord par des pratiques. Je vais parler très rapidement ici, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Il y a un concept qui s'appelle Shift Security Left. C'est un nouveau paradigme tout simplement. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, la sécurité était à l'extrémité droite du process. Là, on va tout simplement la rendre à gauche et c'est tout. On va essayer d'automatiser le maximum possible et on va essayer d'établir des cultures de communication. On va essayer de former les gens et on va essayer de faire des choses en relation tout simplement avec le volet people des choses. Alors, si je veux résumer, donc je vais revenir vers cette équation-là. DevSecOps est égal à Shift Security Left plus Automation plus Cultural Changes. Là, c'est des choses à retenir. C'est qu'on va shifter la sécurité à gauche, on va automatiser et tout simplement, à la fin, on va ajouter aussi un travail au niveau du mindset des gens qui travaillent pour livrer ces logiciels-là, pour qu'ils puissent être conscients que la sécurité, c'est pas seulement je dirais la tâche de l'équipe de sécurité, mais c'est plutôt la responsabilité de tout le monde. Voilà, donc je vais encore une fois utiliser le trio Process, People and Tools pour parler un petit peu de DevSecOps. Et je vais commencer avec le process. Et je vais reprendre encore une fois notre CI/CD pipeline typique pour parler de qu'est-ce qu'on pourra lui ajouter pour qu'il puisse implémenter le DevSecOps. Alors, avant même de penser pipeline, c'est-à-dire à l'étape version control system, lorsqu'on travaille sur Git, GitHub, etc., on pourra utiliser des outils, ce qu'on appelle des pre-commit hooks. Ça veut dire tout simplement qu'on va essayer d'ajouter une petite couche de sécurité avant de faire un push de notre machine locale vers le version control system. Ça va tout simplement détecter s'il y a des problèmes de sécurité et ça va empêcher les pushes à s'effectuer si nous avons par exemple laissé un mot de passe en clair ou des choses comme ça. Donc les pre-commit hooks sont les premières choses à faire. Et on peut alors ajouter aussi des secrets management. Donc, du secrets management. Donc, là, il y a des outils dédiés qui permettent tout simplement de gérer nos mots de passe ou bien nos informations un petit peu critiques qu'on peut intégrer dans notre code d'une manière qui est bien sécurisée. Avant même de parler de ces deux pratiques-là, je peux même ajouter, il est possible d'utiliser au niveau de nos IDE, lorsqu'on écrit du code, il est possible d'ajouter des plugins qui vont nous aider à éviter certaines bêtises de sécurité lorsqu'on écrit du code. Là aussi, Snyk, par exemple, ils ont un plugin. Il y a le DevScheme, il y en a plusieurs. Donc, il y a JFrog aussi. Donc, il y a beaucoup de plugins qu'on peut ajouter et qu'on trouve bien sûr dans les IDE les plus connus comme VS Code, les JetBrains IDEs et ainsi de suite. Voilà, donc je peux ajouter, donc je n'ai pas cité ça dans mes slides, mais vous pouvez penser aussi à ajouter des IDE de sécurité pour faire votre code, plus penser à utiliser des pre-commit hooks et des secret management tools. À la fin, je vais vous montrer une petite démonstration. Vous allez voir ces choses-là en pratique en train de s'exécuter. Aussi, il faudra penser à ce qu'on appelle SAST ou bien Static Analysis Security Testing. C'est une analyse statique du code, c'est-à-dire ce sont des tests qu'on effectue avant de faire le build. On prend notre code source, on essaie de le scanner pour voir s'il ne contient pas des vulnérabilités ou bien des problèmes qui peuvent causer donc des problèmes de sécurité après. En parallèle, bien, pas en parallèle, mais en principe, normalement, on doit commencer, si on a besoin de montrer la chronologie des choses, on pourra commencer avec ce qu'on appelle Software Composition Analysis. C'est tout simplement des tests qu'on va lancer qui vont analyser les dépendances de notre projet. Parce que récemment, on n'écrit plus un code à 100% nous-mêmes, mais généralement, on fait recours à des librairies, des frameworks, etc. C'est-à-dire qu'on va tout simplement utiliser du code externe en plus de code que nous avons écrit avec nos propres mains. Et donc,
le code externe qui vient de l'extérieur. Donc, tout simplement, il doit être scanné pour voir un petit peu si les librairies et les frameworks qu'on utilise ne sont pas obsolètes ou bien ils contiennent des vulnérabilités ou des choses comme ça. Alors là, c'est deux scans qui s'effectuent avant l'étape de build, ce qu'on appelle voilà, donc et il s'effectue sur le code source de l'application. Après avoir fait le build, ce qu'on appelle du post-build, et bien sûr, généralement dans un environnement de test, on fait ce qu'on appelle les DAST, ou bien Dynamic Analysis Security Testing. C'est une analyse cette fois-ci qui n'est pas statique, mais qui est dynamique. Ça veut dire quoi? On va tout simplement simuler des attaques sur notre application. Notre application, elle est maintenant déployée dans un environnement de test. On utilisera des outils qui vont essayer de voir si elle n'est pas vulnérable à des attaques classiques, OWASP, Top 10 et ainsi de suite. Voilà, donc là, c'est tout simplement ce qu'on peut faire avec les DAST. Après, puisque nous avons parlé tout à l'heure des conteneurs, etc., on pourra s'intéresser à la sécurité des conteneurs. Et là, ça peut s'effectuer de plusieurs manières possibles. Je ne vais pas trop détailler cette partie-là, parce qu'il y a des bonnes pratiques à respecter lorsqu'on est en train de créer ces images-là, qu'on va publier après. Et puis, on pourra ajouter des scans au niveau des conteneurs registries que nous allons utiliser. Donc, on pourra scanner les images que nous avons créées. Mais bien sûr, la sécurité des conteneurs contient aussi d'autres éléments que je n'ai pas cités maintenant. Bien évidemment, ici, lorsqu'on travaille dans un cluster de conteneurs, donc avec Kubernetes, il y a aussi d'autres volets ou d'autres aspects à considérer, toujours en relation avec la sécurité des conteneurs. Mais bien évidemment, là, ça concerne la plateforme Kubernetes en elle-même. Et après, j'ai dit tout à l'heure que nous avons utilisé de l'infra code pour créer par exemple le cluster Kubernetes. Donc là, il y a des outils qui nous permettent de faire des scans de notre code que nous avons utilisé pour notre infra, ce qu'on appelle Security Infrastructure as Code. Là, c'est des choses récentes qui viennent d'apparaître parce que le concept est très récent. Voilà, donc il y a quelques années, on l'utilise, le infra as Code. Et là, on doit tout simplement s'intéresser au code qu'on utilise pour créer notre infra et de voir s'il ne contient pas aussi des vulnérabilités ou bien si ça ne peut pas nous causer des problèmes après. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle compliance as code, tout ce qui concerne la conformité aux lois, aux normes, etc. Alors, surtout lorsqu'on a des applications avec des enjeux très poussés, très avancés, on doit respecter parfois certaines lois, certaines normes. Et ces lois et ces normes, on pourra les représenter avec du code. Du coup, on doit tout simplement, on a la possibilité, ou bien la capacité de gérer ces choses-là avec du code. Et il y a des outils qui nous permettent de le faire. Ça aussi, on peut le considérer comme étant, voilà, des activités ou bien des pratiques aussi qu'on pourra ajouter à notre cycle de vie avant ou après le déploiement, généralement avant le déploiement de nos applications. Et à la fin, après le déploiement, on s'intéresse à l'alerting and monitoring. C'est tout simplement l'activité que j'ai citée tout à l'heure. C'est une activité de supervision pour voir un petit peu si notre application, l'infra où elle tourne, etc., voilà, si tout se déroule bien là-bas ou bien s'il y a des problèmes ou autre chose, on pourra déjà configurer des alertes pour nous informer qu'il y a un problème et donc on pourra intervenir pour voir, par exemple, une consommation exagérée de ressources ou bien des choses comme ça. Là, on pourra être alerté ou intervenir pour voir s'il ne s'agit pas tout simplement d'une exploitation ou bien autre chose de ce type. Là, ce que j'étais en train de dire, c'est tout simplement un ensemble d'activités qu'on pourra ajouter à notre cycle traditionnel, à notre CI/CD pipeline pour renforcer la sécurité de nos applications. Si vous l'avez remarqué, majoritairement, c'est de la sécurité applicative ici, c'est-à-dire on s'intéresse plus à l'application parce que on suppose que l'infra qu'on utilise, généralement, c'est de l'infra dans le cloud et donc le cloud provider il a aussi ses responsabilités de sécuriser en fait ces choses-là, la partie stockage, la partie réseau, etc. Mais bien évidemment, si on utilise notre propre infra, donc un cloud privé ou bien quelque chose on-premise, on doit aussi gérer ces éléments-là, donc qu'on ne doit pas négliger, bien évidemment. Et à la fin, donc pour clôturer, donc je fallait oublier ces choses-là. Ce qu'on appelle vulnerability management, c'est tout simplement un tableau de bord commun qui va recevoir les outputs de l'ensemble de ces scans qu'on va effectuer et qui nous permettra de visualiser les choses d'une manière plus centralisée pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions et avoir une visibilité très claire sur ce qui se passe au niveau de notre pipeline avant et après le déploiement de notre application. Voilà, là, c'était un petit mot concernant les pratiques, le process. On va passer maintenant aux tools, aux outils. Et je vais reprendre cette dernière figure. Là, les outils que je vais citer sont à titre indicatif, c'est-à-dire ce ne sont pas des outils que je recommande. Et j'ai essayé de me focaliser sur des outils open source et gratuits, sauf quelques exceptions.
Et voilà, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choix, il y a une panoplie de choix. Donc à un certain moment, il faudra faire des benchmarking et choisir l'outil convenable pour chaque activité ou bien pour chaque type de scan que vous allez effectuer. Alors je vais commencer avec les pre-commit hooks et je peux citer à titre d'exemple Talisman, mais il n'y a pas que Talisman, il y a Git Secrets, il y en a d'autres. Les secrets management, là, je dirais l'outil qui cartonne récemment, c'est Vault de l'entreprise HashiCorp, qui fait ce boulot-là d'une manière voilà, très efficace. Au niveau des SAST, il y a SonarQube qui est très utilisé au niveau des entreprises, même si je connais des gens qui le critiquent. Bah, ils ne sont pas trop fans de SonarQube, mais il est très utilisé. Pourquoi? Parce qu'il supporte plusieurs langages de programmation. Et je pense que c'est la cause qui rend les gens, qui le rend très utilisé. Il y a pour le Software Composition Analysis, ou bien la gestion des dépendances, ou bien les scans de tout ce qui est dépendance, on peut utiliser le OWASP Dependency Check, qui est un bon outil par rapport à ça. Au niveau des DAST, il y a le OWASP ZAP qui est très connu, il y en a d'autres bien évidemment que je ne vais pas citer. En ce qui concerne Security and Infrastructure as Code, il y a le OpenVAS. Compliance as Code, il y a le InSpec, qui est un outil de Chef. Bah, Chef, il fait autre chose, mais ils ont aussi cet outil-là qui permet de faire du Compliance as Code. Pour ce qui est Alerting and Monitoring, j'ai cité ça tout à l'heure, on pourra revenir aux outils open source, mais il y a bien sûr des outils payants, donc des SaaS, etc., qui sont plus performants. Et là, j'ai cité tout simplement Prometheus. Au niveau de container security, on pourra faire recours à des outils comme Aqua, Snake, Claire, il y en a d'autres, Donc, et bien évidemment, Aqua permet de faire aussi de la sécurité côté Kubernetes, plus gvisor qui est un projet qui permet d'exécuter nos conteneurs d'une manière un petit peu sécurisée. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails techniques. Et comme vulnerability management, à la fin, il y a le Archery, mais il y en a d'autres, bien évidemment. Alors, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'outils qu'on pourrait utiliser pour chaque type de scan ou bien d'activité de sécurité ici. Et là, pour choisir le bon outil, il faudra tout simplement faire, comme j'ai dit tout à l'heure, un benchmark. Bon, par contre, moi, ce que je peux vous dire ou là, ce que je peux vous recommander, voilà, il y a ici, je vais vous laisser les slides à la fin. Et là, vous pouvez revenir vers ce slide-là pour pouvoir trouver certains critères qui peuvent vous aider à choisir les bons outils que vous pouvez utiliser. Voilà, je ne vais pas détailler cette partie-là. Est-ce que le langage de programmation peut influencer le choix de nos outils? Pas forcément, sauf pour les deux premiers cas de SAST et de Software Composition Analysis. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que les gens utilisent SonarQube, parce qu'au niveau SAST, SonarQube supporte plusieurs langages de programmation. La bonne nouvelle, c'est que tous les tests et scans de sécurité que je vous ai montrés, vous pouvez les faire avec un seul outil, si vous le souhaitez, c'est GitLab. Bien évidemment, GitLab, comme j'ai dit tout à l'heure, ça permet en principe, c'est un version control system de base, mais c'est aussi un CI tool qui vous permet de faire toutes les choses que vous êtes en train de voir ici. Plus, il a même intégré pas mal de scans, tests de sécurité, surtout dans sa partie payante, Ultimate, il l'appelle Ultimate. Donc là, vous pouvez la tester comme étant, voilà, donc je pense, il donne un mois gratuitement au début pour tester un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc vous pouvez voir un petit peu comment ça fonctionne si vous voulez l'utiliser, bien évidemment. Voilà, donc là, c'était un petit mot concernant la partie tools. Concernant people, qui est un volet très important qu'il ne faut pas négliger. Alors, le premier point, c'est que l'automatisation, ou bien l'utilisation des outils dédiés ne sont pas suffisants pour régler tous les problèmes de sécurité que nous avons. Ça, c'est le premier point à retenir. Et donc, il faudra tout simplement encourager la création de ce qu'on appelle un mindset, ou bien un état d'esprit qui est responsable, ou bien qui responsabilise tout le monde au niveau sécurité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que c'est l'équipe de la sécurité qui va faire le travail de sécurité, mais tout simplement, il faut que tout le monde participe à la sécurisation de l'application. Il faudra tout simplement avoir des objectifs communs et les identifier ensemble. Là, c'est le travail, bien sûr, des gens de la sécurité pour impliquer avec eux les développeurs, les ops et ainsi de suite, et les autres profils qu'on trouve au niveau de l'entreprise. Parmi certaines pratiques qui ont été effectuées dans certaines entreprises récemment, c'est ce qu'on appelle Security Champions. C'est tout simplement détecter dans chaque équipe, faire des ateliers, et par la suite, vous allez détecter des gens qui s'intéresseront à la sécurité. Ils vont être tout simplement vos ambassadeurs, donc les ambassadeurs de l'équipe de sécurité au niveau des autres équipes. Par exemple, dans l'équipe des développeurs front-end, on trouvera
pas une personne qui va tout simplement prendre la responsabilité de former par exemple les gens en ce qui concerne les bonnes pratiques de développement front-end au niveau sécurité et aussi essayer de faire de peer review pour voir un petit peu s'il n'y a pas de problème, des choses comme ça. Et la même chose au niveau équipe Ops, équipe QA et ainsi de suite. Là, c'est une pratique qui est utilisée, qui a montré ses preuves voilà, dans pas mal d'entreprises. J'ai entendu pas mal de talks qui ont parlé de ça, qui ont des retours d'expérience et qui disent que vraiment ça permet tout simplement de créer une très bonne ambiance tout en considérant la sécurité comme une priorité. Voilà, donc à la fin, je vais dire focus on collaboration and inclusive culture. C'est tout simplement, c'est la même philosophie DevOps que nous avons citée tout à l'heure. Tout le monde doit collaborer avec tout le monde. Il ne faut pas avoir des équipes chacune dans sa petite bulle, mais plutôt la main tendue vers l'autre pour pouvoir collaborer et essayer de produire ensemble de bons résultats. Et à la fin, avoid blame game, c'est tout simplement, s'il y a un problème quelque part, il ne faut pas culpabiliser la personne qui est derrière le problème, mais plutôt il faudra penser à la solution, comment débloquer la situation pour aller vers l'avant. Et une phrase que j'ai beaucoup appréciée, que je l'ai lu quelque part, et je voulais clôturer en fait ce volet-là avec cette phrase, c'est Security team should try to eliminate the need of dedicated security team. Là, si on arrive à ce niveau-là, ça veut dire que nous avons atteint notre objectif DevSecOps vis-à-vis du volet people. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bon, si l'équipe de sécurité a fait un travail en amont qui va lui permettre d'éliminer la nécessité d'être dépendant de cette équipe de sécurité, ça veut dire que c'est bon, là, ils ont tout simplement atteint leur objectif. Et ça, c'est pas quelque chose qui est facile à atteindre ou bien à implémenter. Il faudra bien sûr, ça se fait d'une manière itérative et incrémentale, petit à petit, pour pouvoir y arriver. Voilà, donc je vais clôturer la partie people ainsi et je vais clôturer tout mon talk avec voilà, c'est ce petit résumé-là. Donc, les key takeaways to consider en ce qui concerne le sujet du DevSecOps. Je vais commencer avec le premier. Driving fast with DevOps means higher crash rates without proper security. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu adoptes une approche DevOps pour produire tes logiciels, tu vas sûrement les livrer avec une fréquence et une rapidité qui est remarquable. Sauf que si tu ne prends pas la sécurité en considération, tu vas avoir beaucoup de problèmes dans ce chemin. Donc, il faudra tout simplement penser à faire du DevSecOps. Alors, it's DevSecOps, not DevOps plus security. Là, c'est une manière de dire que la sécurité, on ne va pas la laisser à la fin, mais on va plutôt l'intégrer tout au long du pipeline, donc c'est-à-dire de la partie Dev jusqu'à la partie Ops. Le troisième point, security is everyone's responsibility. Là, c'est une phrase que j'ai répétée plusieurs fois dans ce talk et j'espère que c'est quelque chose que vous allez retenir à la fin. Alors, le quatrième point, the when in the security finding scenario is as important as the what, and sometimes even more. Ça veut dire quoi? Ce que tu as détecté comme vulnérabilité est très important, mais quand tu l'as détecté est plus important. Ça veut dire que si tu le détectes le plus tôt possible, ça veut dire que là, tu as fait un très bon travail et que tu auras beaucoup plus de chances à régler ces problèmes-là. Mais si tu les trouves tardivement, alors là, oui, tu les as trouvés, c'est bien, mais pour les débloquer, pour résoudre ces problèmes-là, là, tu vas trouver beaucoup de mal à le faire. Le cinquième point, embrace security as an integral part of the process. Use feedback to refine the process. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le process dont on parle ici, c'est le CI/CD pipeline principalement. On va essayer d'intégrer la sécurité dans l'intégralité du pipeline, mais ça ne doit pas se faire d'une manière, je dirais, d'un seul coup. Ça doit se faire progressivement. Ça veut dire commencer avec du SAST et du Software Composition Analysis. Une fois qu'on maîtrise ça, on pourra ajouter du DAST après. Et ainsi de suite, on va aller progressivement et avoir un feedback à chaque fois. Les outils doivent être configurables pour éviter par exemple les false positives ou des trucs comme ça. Donc il y a beaucoup de problèmes à rencontrer dans votre chemin pour implémenter du DevSecOps. Ça ne se fait pas en une seule journée, mais ça se fait d'une manière progressive. Et là, c'est quelque chose de très important à retenir aussi. Le dernier point, c'est que DevSecOps is not a one size fits all. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui va, ou bien on va pas l'implémenter de la même manière. Ça veut dire que chaque entreprise, chaque projet, chaque équipe, chaque je sais pas quoi, il a ses caractéristiques, il a ses particularités. Et donc à un certain moment, il faudra tout simplement essayer de respecter ces particularités-là, tout en tirant profit des grandes lignes de DevSecOps pour pouvoir l'intégrer dans notre process de livraison logicielle. Mais l'idée à retenir, c'est que si une entreprise X
à implémenter DevOps, bien plutôt DevSecOps d'une manière, l'entreprise Y ne va pas l'implémenter forcément de la même manière. Pourquoi? Parce que chacun a ses caractéristiques. Voilà, je vais clôturer avec ça. Et avant de clôturer, bah, j'ai oublié, donc j'ai ajouté ce slide-là pour vous dire que les scans, les tests que je vous ai montrés tout à l'heure au niveau du pipeline ne sont pas exhaustifs et qu'il y a d'autres aspects à considérer de sécurité que je ne vais pas détailler ici. Je vous laisserai le soin de jeter un petit coup d'œil sur ce slide à la fin. Et voilà, donc là, j'ai clôturé ma présentation. J'espère que ce sujet voilà, vous a intéressé. J'espère que avec ce talk-là, vous avez appris quand même des choses, bien vous avez retenu des choses qui peuvent tout simplement vous aider à implémenter ces choses-là dans les entreprises où vous allez travailler ou bien où vous travaillez actuellement si vous êtes déjà un employé ou bien tout simplement un entrepreneur ou quelque chose comme ça. Voilà, merci pour votre attention et présence et voilà. Je vous invite bien évidemment à poser des questions si vous en avez. Voilà, je vois une main levée ici de Samuel, Israël, donc tu pourras activer ton micro et poser une question si c'est nécessaire. Bonsoir, monsieur le rapporteur. Vraiment, je vous remercie pour la présentation concernant le DevSecOps parce que lorsque tout, ce, tout ce dont vous avez parlé, ça fait exactement référence à mon thème de PFE. Mais j'ai remarqué qu'au niveau du SAST, vous avez choisi SonarCube. Alors, dans la liste des choix des outils, il y a la partie faux, des faux positifs. Alors, je voulais savoir pourquoi vous avez choisi SonarCube et pourtant il présente des faux positifs, Bien sûr. contrairement à GitLab CI. Oui, oui. Donc là, tu as déjà, merci Israël d'être présent avec nous aujourd'hui. Je sais que tu es un lauréat d'Innov, de l'école Innov, et que l'année dernière, tu as effectué ton PFE en DevSecOps exactement. Et là, tu viens pour partager avec nous aussi tes expériences. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Concernant ta question, moi, j'ai pas proposé. Donc, ça veut dire que c'est pas une recommandation. Je dis pas qu'il faudra travailler avec SonarCube. J'ai tout simplement cité un exemple. Et je me suis basé, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque j'étais en train de présenter, sur la popularité tout simplement de l'outil, même si, comme tu l'as dit, il représente pas mal d'inconvénients. Et notamment, son grand problème, c'est que, à part, donc je vais ajouter un autre problème, à part celui que tu as cité, c'est que sa base de, en fait, il se base en fait sur, on peut dire une base de données de vulnérabilité ou bien de problèmes. Alors, en discutant avec des gens, des professionnels du métier tout simplement, ils m'ont confirmé qu'il y a d'autres outils qui ont des bases de données qui sont plus larges, plus intéressantes que celles sur lesquelles se base SonarQube. Et de l'autre côté, tu as le problème des false positives, comme tu as cité. Et là, c'est un problème qui n'est pas propre seulement à SonarQube, mais je pourrais dire par rapport à l'ensemble des outils que je viens de citer, notamment ceux qui sont open, gratuits, etc. Donc là, ils ont ce problème. Mais pour cette raison-là que j'ai mentionné dans un slide, certes que j'ai pas pris mon temps pour expliquer ce point-là, j'ai dit qu'il y aura des critères sur lesquels on doit se baser pour choisir nos outils. Et parmi les critères que j'ai cités là-bas, c'est qu'il faudra avoir des outils configurables pour qu'on puisse tout simplement éviter ces problèmes-là de false positive ou bien false négative aussi. Et là, tout simplement, c'est pas quelque chose qui va se faire en un seul coup, mais progressivement, on essaie à chaque fois de faire des feedbacks, de tirer profit, ou là plutôt simplement de tirer des leçons, voilà, des expériences que nous avons vécues en utilisant lors d'un pipeline cet outil-là, et essayer de voir si les résultats qu'il nous a donnés ont été, par exemple, confirmés par la partie DAST, est-ce qu'il a raté des choses, est-ce qu'il a considéré des choses comme problème, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et on essaie de configurer, raffiner, jusqu'à trouver, bien sûr, un paramétrage qui sera tout simplement adéquat et intéressant pour notre projet. Voilà. Mais sinon, je partage le même avis que tu viens de citer. Il y a d'autres alternatives, notamment GitLab CI. Ils sont plus forts par rapport à ce volet-là de SAST si on les compare avec SonarQube.
Voilà. Donc, d'après ma modeste expérience, en utilisant ça dans des petites démonstrations et des petits projets purement académiques. J'espère avoir répondu à ta question, Israël. Sinon, j'invite les autres participants, donc qui sont plus qu'une cinquantaine, à poser des questions s'ils ont des questions, bien évidemment, avant de clôturer voilà, ce talk. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous envoyer le support? Oui, bien évidemment. Alors, pour les gens, les étudiants de l'école Innov, donc je vais vous envoyer le support que j'ai utilisé. Par contre, pour les externes, je vais le déposer dans mon profil LinkedIn, c'est-à-dire que voilà, donc vous allez le trouver là-bas. Je vais poster ça peut-être ce soir ou demain au maximum. Vous allez trouver les slides que j'ai utilisés aujourd'hui. Voilà, Ok, merci, monsieur. pas de problème. Oui, j'ai vu un certain Ayoub en train d'activer son micro. Bah, tout le Oui, monde est invité à poser des questions. oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, merci pour cette présentation. J'ai une question concernant son archive. Est-ce que GitLab CI a une alternative pour son archive? Je sais que son archive, le rôle d'Yellow, c'est l'analyse de la qualité de code. Oui, effectivement. Alors GitLab CI, c'est pas seulement, c'est un ensemble d'outils en un seul outil. Ça veut dire que parmi les choses que tu pourras faire avec GitLab CI, c'est aussi de faire de l'analyse statique du code. Mais généralement, où est-ce qu'on utilise GitLab CI? C'est lorsque déjà notre pipeline est réalisé avec GitLab CI et que voilà, on l'exploite tout simplement. Au lieu d'intégrer SonarQube dans notre pipeline, on va tout simplement exploiter le service proposé par GitLab pour faire du static analysis security testing. Voilà, donc c'est ça la réponse. Ah, ok, merci. Ça n'empêche, parce que GitLab CI, on peut comprendre que, c'est-à-dire que si on travaille avec GitLab, c'est bon, ça veut dire qu'on va travailler qu'avec les services proposés par GitLab, mais il est aussi toujours possible d'intégrer des outils tierces au niveau de GitLab CI. Par exemple, si tu as besoin, ou bien tu préfères travailler avec un outil particulier lors d'une étape particulière, ou bien par rapport à un scan particulier, tu pourras l'intégrer dans GitLab sans aucun problème. C'est possible de le faire. Ah, ok, merci, c'est tout. Yeah, ok, مشكلة. Oui, d'autres questions? Et surtout, je m'intéresse aux gens qui, voilà, je ne sais pas s'il y a avec nous des gens que leur quotidien concerne ce sujet-là, a une relation avec le sujet. Ils peuvent partager avec nous leur expérience aussi, d'un point de vue professionnel. Aussi, les étudiants qui sont en train de découvrir le domaine, ils s'intéressent à la sécurité. Je les invite à poser des questions s'ils en ont. Bah, si peut-être j'ai parlé d'un concept qui n'était pas très clair, vous pouvez poser une question pour mieux le comprendre. Avec grand plaisir, donc je suis là pour répondre à ce type de questions. Oui, Mohamed Reda, Xali. Bonsoir, salam alaikum. Comme salam. Ça fait plaisir de t'entendre, Reda. Ça fait plaisir de revoir tout le monde. Ça fait plaisir de voir les conférences d'Innov qui se relancent. J'espère, Inch'Allah, qu'on pourra en revoir d'autres. Si Laki, comme toujours, c'était une très bonne introduction le sujet de DevSecOps et je pense que tu as couvert les aspects qui sont importants en fait le sujet Hada. Moi, j'avais pas vraiment de questions particulières. Je voulais vraiment te féliciter pour le travail. Mais si j'ai une question à te poser, c'est euh, notamment concernant l'aspect compliance check. Donc aujourd'hui, est-ce que les entreprises pourraient justement faire face à des challenges, surtout lorsqu'on utilise les services cloud? Est-ce que les compliance checks, donc avec les régulations et tout, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait ralentir le SDLC et donc la pipeline DevOps? Et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait ralentir la vélocité qu'on obtient
avec le lifecycle DevOps? Oui, une très bonne question. Et cette remarque-là, en fait, moi, je l'ai faite auparavant. Lorsque j'étais en train de découvrir le concept pour la première fois, je me suis aussi posé cette même question-là. J'ai eu la chance d'assister à certains événements internationaux qui traitent le sujet. J'ai posé la question à des experts. Ils m'ont tout simplement dit partiellement oui. Donc, ça va ralentir bien évidemment la rapidité des DevOps qu'on avait auparavant. Mais bien sûr, en contrepartie, tu vas gagner pas mal d'avantages de l'autre côté. Sauf qu'il y a des pratiques, les gens sont conscients de ça aussi. Il y a beaucoup de pratiques qu'on pourra faire à ce niveau-là. Par exemple, si les changements que nous avons effectués au niveau de notre code ne touchent pas vraiment à des... je donne un exemple concret peut-être pour illustrer ce que je vais dire. Si par exemple, on a un code Java, on utilise Maven pour gérer les dépendances et on a fait un petit changement au niveau des dépendances. Ça veut dire que lorsque je vais lancer un pipeline, je pourrais tout simplement le reconfigurer facilement et éliminer par exemple l'analyse SAST, par exemple. Parce que mon code n'a pas changé, mais tout simplement, j'ai changé les dépendances de mon code. Du coup, l'analyse SAST sera un scan de plus qui va nous perdre un petit peu de temps, alors qu'on va tout simplement avoir besoin d'un software composition analysis plutôt que de l'autre. Ça, c'est juste un exemple qu'on pourra dupliquer par rapport à l'ensemble des scans que nous avons au niveau du pipeline. Il y a aussi, parfois, on pourra lancer des scans en parallèle, si c'est possible, surtout lorsque tu as parlé de la partie compliance avec autre chose. Il y a aussi la possibilité de lancer des scans en parallèle. Et quoi d'autre donc, j'ai aussi vu j'ai entendu parler voilà, de certains, je dirais, travaux d'optimisation en fait de ces choses-là vis-à-vis des outils qu'on utilise. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les vendors, les entreprises qui proposent ces outils-là sont aussi conscients de ce problème. Ils essaient un petit peu de fournir des flexibilités en termes. Par exemple, on prend l'exemple du Dast. Le Dast, ça prend beaucoup de temps aussi. Alors, les scandales, ça prend du temps. Et là, on pourra continuer c'est possible de continuer le pipeline tout en essayant de faire le DAST en arrière-plan. Et à la fin, lorsque ça finit, ça pourra nous envoyer une notification par mail ou quelque chose comme ça qui va nous informer des résultats que nous avons obtenus par la suite. Et là, bien sûr, tout est configurable, tout est gérable. L'idée, c'est tout simplement de trouver un petit équilibre entre euh, les avantages qu'on pourra avoir si on détecte des problèmes de sécurité le plus tôt possible et le fait d'avoir ou de fournir des logiciels le plus rapidement possible. Donc l'idée c'est de trouver un équilibre et voilà, donc j'ai cité quelques pratiques, quelques exemples qu'on pourra effectuer à ce niveau-là. Donc j'espère que ça a répondu à ta question Reda et merci encore une fois pour ton passage. Alors là j'avais mis un timer pour ne pas dépasser voilà, l'heure de ce talk, tout simplement. Donc, voilà, donc c'est déjà 17h36. C'est presque une heure qu'on est là actuellement, donc en train de discuter de ce sujet-là, sachant que ailleurs il y a beaucoup de choses. Donc c'est déjà la fin de la journée, il y a des matchs de Coupe d'Afrique, etc. Donc je remercie encore une fois les gens qui sont présents avec nous et qui ont montré leur intérêt par rapport à ce sujet. Oui, Nasser, donc est en train de lever sa main aussi. Une dernière Oui, question peut-être. bonjour monsieur, et merci pour votre conférence. J'avais juste une question rapide. Pour vous, quelles sont les étapes clés que vous préconisez pour le succès du DevSecOps? Ok, les étapes clés que je préconise pour le succès de DevSecOps. Donc, c'est tout simplement la petite équation que j'ai présentée tout à l'heure. C'est de ne pas laisser la sécurité à la fin, c'est de la faire le plus tôt possible. Ok, donc c'est-à-dire les scans, les tests de sécurité, on les commence le plus tôt possible. Plus, ça doit se faire d'une manière automatisée. Donc, c'est-à-dire que on doit minimiser l'intervention humaine le maximum possible pour éviter les erreurs humaines, pour éviter les ralentissements au niveau voilà, de l'avancement ou bien la livraison de logiciels et bien évidemment l'aspect culturel qui est extrêmement important parce que même avec l'automatisation, si on n'a pas des gens qui sont conscients de l'importance de ces choses-là au niveau de toutes les phases du cycle de vie logiciel, alors on ne pourra pas avoir des résultats satisfaisants par rapport à ces choses. Voilà, donc c'est tout simplement les trois points que je considère les plus importants au niveau du thème DevSecOps. Et je peux clôturer avec une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent pas utiliser le terme DevSecOps. Ils disent c'est tout simplement, voilà, parce qu'on voit récemment qu'il y a beaucoup
On parle de MLOps, à chaque fois on fait des combinaisons de disciplines et on fait sortir un nouveau mot ou bien une nouvelle expression. Donc là, il y a des gens qui sont pas trop fans du terme, mais ils sont, voilà, plutôt ils sont avec le concept, mais pas avec sa nomination, bien sa nomenclature. Voilà, donc là, tout simplement parce que ils voient que c'est une tendance, mais réellement non, réellement c'est vraiment des pratiques d'ingénierie qui sont très intéressantes au niveau sécurité. Voilà. Voilà. Sinon, s'il n'y a plus de questions, donc je vais vous remercier encore une fois pour l'intérêt porté pour ce sujet. Je cède la parole à M. Ouazzani pour clôturer ce webinaire. Merci beaucoup, M. Aliaki. Donc, je tiens au nom de tout le monde à te remercier et te féliciter pour ta très Merci. intéressante présentation. Et je dis à tout le monde à bientôt au mois prochain pour la conférence du mois prochain. Inch'Allah. Au Merci revoir. à tous. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir, monsieur. Bonne fin de journée à vous. Merci. Au revoir, monsieur Au Ozan. revoir tout le monde.